mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui, je vous le rappelle, traite des personnages qui ont façonné le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Or, pour cette 4e saison, il est question de grandes figures du 19e siècle, le siècle des patriotes, comme nous l'avons nommé. Alors, ce soir, il sera question d'une pionnière du monde des lettres, Laure Conant, de son véritable nom Félicité Anger, qui est née à la Malbaie en 1845 et qui est décédée à Québec en 1924. Aussitôt qu'on pense à Laure Conant, vient à l'esprit évidemment son roman le plus connu, Angéline de Montbrun, qui est paru d'abord en feuilleton, comme c'était souvent le cas au 19e siècle, et qui a été réuni dans un seul livre, paru en 1882. Le problème avec le fait qu'on pense tout de suite à ce roman quand on pense à Laure Conant, c'est qu'on a eu le sentiment, ça court d'ailleurs assez souvent dans certaines histoires littéraires, que Angéline de Montbrun était une sorte d'autofiction, une sorte de roman autobiographique qui masquait, au fond, la vie, la véritable vie de Laure Conant. Or, je vous rappelle qu'Angéline de Montbrun, c'est un roman qui traite d'un amour déçu, d'un deuil très douloureux, le deuil du père. Ça traite aussi d'une sorte de déchirement spirituel entre le monde tel qu'il est, avec ses imperfections, et un monde autre, spirituel, religieux, contemplatif. Donc, on a un peu présumé que c'était la vie d'Angéline de Montbrun, cette vie tourmentée, cette femme très recluse, isolée, cette femme aussi fondamentalement malheureuse, comme l'auraient peut-être été bien des femmes de cette époque, pense-t-on souvent aujourd'hui. Eh bien qu'au fond, la vie, l'esprit, la personnalité d'Angéline de Montbrun aurait été celle, tout naturellement, de Laure Conant. Or, des recherches plus récentes contestent cette perspective et tentent de nous faire découvrir une autre Laure Conant. Une femme ambitieuse, volontaire, une véritable pionnière du monde des lettres qui a fait plus qu'un roman et qui nous a laissé une véritable œuvre qui comprend plusieurs romans historiques, un genre qui a été complètement évacué du répertoire officiel de notre littérature nationale plus tard, durant les années 60 et 70. Donc, pour y voir plus clair sur cette femme, sur cette pionnière, nous avons décidé d'inviter une grande spécialiste du 19e siècle, de l'histoire littéraire de notre 19e siècle au Québec. Elle s'est penchée non seulement sur les œuvres canoniques, les œuvres les plus connues du 19e siècle, de Garneau à Pierre-Joseph Olivier Chauveau, de plusieurs autres, mais elle nous a aidés aussi à redécouvrir, elle nous a permis de redécouvrir des textes qui avaient été complètement oubliés. Elle a publié plusieurs chapitres de livres, plusieurs articles, dirigé de nombreux ouvrages, et elle a été, pendant l'essentiel de sa carrière, professeure à l'Université de Montréal. Elle est toute jeune retraitée, mais une retraitée extrêmement active, comme j'ai pu le constater au téléphone, pour me préparer à cet entretien. Je vous prie donc d'accueillir chaleureusement Mme Micheline Cambron. Bienvenue. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, merci beaucoup, Micheline Cambron, d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce siècle que vous connaissez si bien. Oui. D'abord, une question que vous avez appréciée, vous me l'avez dit. Oui. Quand je vous l'ai envoyée, vous me dites « Ah, ça, c'est vrai que c'est une bonne question. » Merci, d'ailleurs. Alors, nous avons 8 personnages à traiter pour le 19e siècle. Oui. Nous avons choisi un seul écrivain, Laure Conant, mais on aurait pu choisir Philippe Aubert de Gaspé, on aurait pu retenir Octave Crémazie, on aurait pu retenir Antoine Gérin-Lajoie. Est-ce qu'on a fait le bon choix en choisissant Laure Conant? J'ai beaucoup réfléchi. Je trouve que c'est une question qui invite à penser un peu comment on se situe maintenant par rapport à tous ces écrivains. Et il me semble qu'il y a une réponse attendue qui serait qu'il fallait choisir Laure Conant parce qu'elle est davantage oubliée que les autres. Et c'est la mauvaise réponse, parce que très certainement, Laure Conant est, de tous les écrivains que vous avez nommés, celle qui est le plus enseignée.
Parce qu'on peut enseigner Laure Conant quand on donne un cours sur la littérature des femmes, on peut enseigner Laure Conant quand on donne un cours sur la littérature épistolaire, on peut enseigner Laure Conant quand on donne un cours sur le roman historique. Il y a plein de circonstances qui permettent de façon intéressante de convoquer cette œuvre-là. Il me semble que la réponse vers laquelle j'aurais tendance à me tourner, c'est qu'au fond, c'est un véritable écrivain. C'est parmi des gens qui écrivent, c'est la seule femme d'abord, mais c'est aussi l'une des rares parmi tous les écrivains, hein, y compris les hommes, qui vraiment va faire œuvre. Elle le fait pour gagner sa vie. Elle va travailler d'arrache-pied pendant très longtemps. Elle va écrire sur son lit de mort pour terminer son dernier roman. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé dans l'écriture, qui réfléchit dans une perspective qui est à la fois celle de la création de ses œuvres, comment trouver des sources, comment trouver des sujets. C'est quelqu'un qui va s'intéresser aussi à la façon dont les textes vont circuler ensuite. Est-ce que ça va paraître sous forme de feuilleton? Est-ce que ça va paraître dans un périodique? Ensuite, qu'est-ce qu'on va en tirer? On va en tirer une petite publication, une sorte de pamphlet, comme on disait à l'époque, qui va permettre d'aller chercher des sous, parce que ça, on va pouvoir vendre ça dans les écoles. Ensuite, est-ce qu'on va les rassembler pour créer des ouvrages plus complets? Hein, par exemple, ces séries sur les biographies. Il y a vraiment pour elle un engagement total qui est lié à l'écriture. Et moi, je dirais que c'est un engagement qui fait en sorte qu'elle a, à la fois, elle doute, je pense. C'est quelqu'un qui doute quand elle écrit, on voit ça dans sa correspondance. Mais quant à sa vocation d'écrivain, à partir du moment où elle a pris sa décision, il n'y a pas de doute. Et donc, elle est mais vraiment impitoyable à l'égard des gens qui sont ses critiques, des gens qui essaient de l'aider. C'est quelqu'un de tout à fait surprenant. Ça devait être une personne pas toujours extrêmement aimable. Et je trouve que c'est intéressant de penser qu'on peut avoir une héroïne qui est peut-être pas parfaitement aimable, mais par là, me semble-t-il, c'est quelqu'un qui nous interpelle puis qui devrait nous intéresser. C'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites, puisque si on regarde, par exemple, un Octave Crémazie, c'est un libraire. Philippe Aubert de Gaspé, il écrit un peu par défaut à la fin de sa vie. Antoine Gérin-Lajoie, c'est un écrivain un peu du dimanche, il est fonctionnaire, mais c'est vrai qu'elle se consacre complètement à l'écriture, même si elle ne vit pas nécessairement de sa plume au sens de ses droits d'auteur. Là. Ouais. Mais autre question qu'on ne peut pas ne pas vous poser, c'est que vous avez consacré donc votre carrière en grande partie au 19e siècle. Oui. Vous avez fait aussi des travaux sur la littérature plus récente. Quand on commence à s'intéresser à la littérature québécoise, tout de suite, on pense à quoi? On pense aux auteurs, disons, du Québec moderne. On pense à Hubert Aquin, on pense à Anne Hébert, on pense à Victor Lévy-Beaulieu. Alors, tous ces écrivains se présentaient à nous comme les premiers écrivains du Québec. Hein? Avant eux, il n'y avait rien. Alors, c'est quoi? C'est de l'ingratitude ou c'est parce qu'ils jugeaient que les œuvres d'avant n'étaient d'aucun intérêt? Moi, j'ai tendance à penser que c'est davantage un phénomène collectif. Au moment où ces œuvres-là paraissent, on est emporté par l'enthousiasme de ce qu'on a appelé plus tard la Révolution tranquille. On veut vraiment créer une société nouvelle, différente, et donc ça va entraîner une sorte de désaveu à l'endroit de tout ce qu'il y a eu avant. Maintenant, il ne faut pas non plus trop croire ce que les écrivains disent. Hein? Anne Hébert, elle a lu les écrivains du 19e, elle les a beaucoup lus. Hubert Aquin aussi. Et donc, quand on lit les œuvres, on voit les traces de ces lectures-là, qui sont des lectures anciennes et qui, dans certains cas, jouent un rôle fondamental dans l'écriture. Donc, moi, j'ai tendance à me remémorer Gaston Miron qui disait « Moi, j'ai appris la poésie en lisant les poètes québécois qui n'étaient pas tous de bons poètes, mais c'est quand même eux qui m'ont enseigné la poésie. » Donc, il y a une présence de ces œuvres-là qui, me semble-t-il, mérite d'être peut-être un peu davantage, je ne dirais pas ressusciter, mais cette présence-là devrait nous être rendue plus proche. Ouais. Il y a quelque chose d'important dans notre façon de penser le monde qui se joue là. Et puis, en plus, il y a beaucoup d'œuvres extrêmement intéressantes. Donc, ne prenons pas à la lettre
Non. ce que nous disent ces écrivains modernistes là, des années 60. Tout de suite, avant d'entrer dans la vie de ce personnage, tout de suite, réglons la question de son nom. Bon, donc, son nom, son vrai nom, c'est Félicité Anger. Oui. Mais elle va avoir comme nom d'écrivain, d'écrivaine, autrice, là on va jouer avec plusieurs mots, femme de lettres, Laure Conant. Alors pourquoi Laure Conant? Alors on pense que le choix de Laure Conant vient du fait que les ducs de Bretagne se désignaient comme les de Conant. Ça, c'est la source qui est habituellement considérée comme juste. Maintenant, c'est un peu insuffisant que de dire ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pseudonyme? Bien, il faut rappeler que dans les journaux, en tout cas, où quand même la plupart, je dirais la totalité, en fait, sauf La Sève immortelle, la totalité des autres textes de Laure Conant vont être d'abord publiés dans les périodiques. Et donc, dans les périodiques, au moment où Laure Conant commence à écrire, il n'y a personne qui signe de son vrai nom, les hommes non plus. Donc, il y a cette espèce de pression pour choisir un pseudonyme. Il y a aussi peut-être un autre motif qui nous a été révélé très récemment, c'est qu'en fait, Félicité Anger, elle a une homonyme qui est une cousine germaine qui a la particularité d'être aussi écrivaine et d'être artiste peintre. Alors, elle vit à Neuville. Il y a un musée qui porte son nom, et donc il n'y a pas de musée Laure Conant, c'est-à-dire il n'y a pas de musée Laure Conant, mais il y a un musée Félicité Anger qui est lié à cet artiste, qui est vraiment une cousine germaine, qui a le même âge. Elles sont nées la même année, elles sont mortes la même année. On n'a pas beaucoup d'informations sur la vie privée de cette femme, sinon qu'elle a été formée par Antoine Plamondon. Donc, c'est quelqu'un qui, et puis on le voit quand on voit les œuvres picturales, c'est quelqu'un qui a du métier. Donc, si vous c'est quelqu'un qui est resté célibataire pour pouvoir exercer ce métier-là. Donc, si vous faites du tourisme dans Port-Neuf, vous arrivez à Neuville, Félicité Anger. Oui. Ne cherchez pas le roman Angéline de Montbrun. Non, du tout. Vous ne le trouverez pas. Du tout. C'est vraiment, en effet, il y a beaucoup de similitudes. Mais on peut imaginer, parce que la carrière de Félicité Anger, celle qui vit à Neuville, commence beaucoup plus tôt que celle de notre Félicité Anger à nous, qui va devenir Laure Conant. Et donc, on peut imaginer que ça pouvait faire partie des considérations qui la conduisaient à choisir un pseudonyme. En même temps, c'est une vraie signature. Hein? Juste un petit commentaire. À l'époque, dans les périodiques, les femmes signent avec un prénom. Oui. Et l'usage veut que ça soit paraphé. Hein? On fait une sorte de dessin avec la signature. Et donc, à la fin d'une chronique, on a Colette ou Françoise. Ben oui, on a consacré une émission, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle, c'est Laure Conant. Donc, il y a ici cette idée que c'est un vrai nom, un nom complet. Et ça, c'est quelque chose qui nous rapproche davantage des pseudonymes masculins. Très bien. Alors, allons-y avec les origines. Elle est née où et de quel milieu familial? Parlez-nous un peu de son père. Il est question beaucoup d'un deuil du père d'Angéline de Montbrun. Est-ce qu'il y a des similitudes à faire? Parlez-nous de ce milieu dans lequel elle naît et grandit. Alors, elle naît à la Malbaie en 1845. C'est la 8e d'une famille de 11 enfants. Elle naît dans un milieu qui est plutôt favorisé. Son père est d'abord forgeron. Ensuite, il est propriétaire du magasin général qui est installé sur la rue principale et il est également responsable du bureau de poste. Dans les faits, ce qu'on comprend de la tradition familiale, c'est que c'est plutôt la mère qui s'occupe du bureau de poste, mais c'est... D'une part, être forgeron, ça suppose qu'on ait des sous parce que ça prend un capital. Il faut avoir des outils, il faut avoir un lieu. Hein, donc, on n'est pas dans la rue. Être propriétaire du magasin général, c'est être placé vraiment au centre de la paroisse. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de la vie de tous. Et le bureau de poste, c'est un outil extrêmement important de communication à l'époque. Et donc, là aussi, ça place la famille à la fois du côté d'une certaine aisance, mais aussi du côté de ceux qui, quand même, doivent savoir lire et compter un peu, parce que sinon, tout ça, ça périclite.
Donc, ça explique sans doute, outre l'image plutôt libérale qui est associée à la famille, ça explique sans doute que tous les enfants de la famille vont être scolarisés. Les filles autant que les garçons. Les garçons vont aller dans des collèges. Ensuite, il y en a un qui va faire son droit. Il y en a un autre qui va aller suivre une autre formation. Et les filles vont toutes aller au couvent. Et donc, ce sont des gens qui sont scolarisés. Donc, c'est un milieu qui, sans être riche, est quand même un milieu confortable. Oui, c'est ça. Et donc, scolarisée. Et dans le cas de Félicité Anger-Laure Conant, donc elle va aller étudier à Québec. Oui. Donc, c'est quand même un déplacement. Oui. Elle va aller étudier à Québec chez les Ursulines. Oui. Alors, parlez-nous un peu du type de formation qu'elle va recevoir et la place peut-être qui occupait la littérature. Les Ursulines de Québec, on a à propos de cette communauté-là, on a la chance de savoir exactement quel était le programme, parce qu'il a été réformé par Thomas Maguire. Je le prononce comme on le prononce à Québec, hein, parce que le nom de la rue Maguire vient de là. Donc, Thomas Maguire donc, a réformé le règlement du couvent. Et donc, on sait exactement, on a même des tableaux, des enseignements sur une semaine. Qu'est-ce qu'on enseigne à ces jeunes filles-là? Alors, il y a des choses qui sont pour nous extrêmement surprenantes. D'abord, il y a un enseignement important des sciences. Il faut savoir qu'au couvent des Ursulines, il y a une religieuse dont le nom de famille est Holmes, qui est la sœur de Jean Holmes. Et donc, Jean Holmes, c'est quelqu'un qui est très important. C'est celui qui va aller en Europe chercher des instruments scientifiques qui vont permettre de développer un enseignement de nature scientifique au petit séminaire. Et donc, il apporte parfois les mêmes instruments du côté du couvent des Ursulines, où se trouve sa sœur, parfois des choses différentes, parfois il va aller donner des formations pour que les religieuses puissent les utiliser. Et donc, on est dans un lieu où la science, c'est quelque chose d'important. C'est un lieu, bien sûr, où la religion joue un rôle capital, mais quand on examine le programme, alors bien sûr, il faut penser qu'il y a des périodes de prière, qu'il y a des messes, qu'il y a toutes sortes de choses qui sont liées à la religion, mais la formation religieuse au sens strict, eh bien, ça se donne en alternance avec la formation historique. Donc, une journée, c'est l'histoire, l'autre journée, c'est la religion, l'autre journée, c'est l'histoire. Et donc, ça fait le cycle comme ça. On enseigne à la fois la littérature française et la littérature anglaise. Il y a dans ce couvent une partie des effectifs religieux qui sont composés des religieuses américaines qui ont quitté les États-Unis au moment où on a incendié leur couvent. Dans les années 30, on incendie, ça fait beaucoup d'éclat, on va incendier un couvent d'Ursulines aux États-Unis et ces religieuses-là vont venir s'installer à Québec. Donc, on utilise leurs compétences et on est très content de dire à tout le monde que les jeunes filles qui fréquentent les Ursulines ont une formation qui leur permet de vivre à la fois dans la société française et dans la société britannique. Il y a également, qui me paraît mériter d'être dit, un grand intérêt pour la géographie. Et donc, vous voyez qu'on forme des jeunes filles, pas seulement pour qu'elles apprennent à broder. Alors, il y a une période de 3/4 d'heure dans la journée où on fait des travaux à l'aiguille. C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Donc, c'est une formation qui est une vraie formation intellectuelle. Très bien. Et évidemment, en littérature, mais on peut donner quelques titres, c'est certain à ce moment-là, on utilise beaucoup les œuvres classiques. Alors, évidemment, Corneille, Racine, Fénelon, Bossuet. Hein, on apprend, bien sûr, là, les sermons. Les sermons, oui, c'est ça. Funèbres. Les éloges funèbres, c'est à ça que je pensais. Ouais, hein. Madame est morte. Bon. Ouais. Donc, on est dans cet univers-là. Mais il y a aussi un enseignement qui est lié, ou en tout cas, on sait que des livres circulent qui appartiennent davantage à ce qu'on va appeler par la suite le
le romantisme catholique. Donc, Lamartine, Chateaubriand. Alors, c'est ça, c'est que pour nous, du 21e siècle, ces romans-là sont des vieux classiques un peu poussiéreux. Mais pour eux, c'est des romans modernes. C'est des romans modernes. Écoutez, Lamartine, il est encore vivant, là. Oui, tout à fait. C'est même un chant de la Révolution de 48. C'est ça. Donc, c'est leur littérature contemporaine à eux. Exactement. Il y a autre chose qui va être très important puis très déterminant, je pense, pour l'Orconan, c'est qu'on enseigne à l'époque aux jeunes filles, pas seulement chez les Ursulines, mais en particulier chez les Ursulines, on y insiste, on enseigne des œuvres épistolaires. Dans les familles, on s'attend à ce que ce soit les femmes qui soient responsables de ce qu'on appelle les relations sociales et le capital social. Autrement dit, c'est elles qui écrivent à l'arrière-grand-oncle qui va bientôt mourir pour rappeler qu'on existe et que peut-être on pourrait recevoir un héritage. Donc, ça peut être utile. C'est ça. Et donc, ces jeunes filles-là, on leur présente des manuels, qui sont des manuels qui existent pour certains d'entre eux depuis la Renaissance, des manuels épistolaires. Et donc, on leur apprend, à partir de modèles, à faire des lettres. Et ça va chercher, bien sûr, non seulement des textes d'hommes, mais aussi des textes de femmes. Oui. Et par là, il y a une présence féminine qui peut être, selon les professeurs, assez importante. Donc, des modèles, en fait. Des modèles pour ces jeunes filles. C'est ça, c'est ça. Alors, là, on sait que l'Orconan va écrire dès l'adolescence. Donc, elle est chez les Ursulines. Elle écrit des textes. Certains sont primés. On les publie dans un petit journal du collège, le Papillon littéraire. Oui. Alors, en gros, de quoi parlent ces textes qu'elle publie à l'adolescence rapidement? Ce sont des... Ça ressemble un peu à ce qu'on aurait appelé autrefois une grande composition. Alors, par exemple, présenter les causes de telle ou telle guerre durant un épisode biblique particulier. Et donc, ce sont de façon évidente des thèmes imposés. En même temps, ce qui est très clair quand on envoie la liste, que je ne vous donnerai pas parce que ce sont des noms très longs, des titres très longs, ce qu'on voit, c'est qu'à la fois, il y a une dimension descriptive puis il y a une dimension argumentative. Il y a quelque chose qui doit être soutenu grâce à ces compositions-là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'abbé qui est au couvent et qui s'occupe du papillon littéraire, commente les textes. Et donc, son intention, c'est d'encourager ces jeunes filles-là à écrire. Et il faut avouer que ça marche. Les jeunes filles, alors c'est le premier endroit où on crée ce type de journal, les Ursulines de Québec, mais graduellement, il y a d'autres maisons d'enseignement pour jeunes filles qui vont créer le même type de périodique. Et nos premières chroniqueuses, les jeunes filles qui vont aller travailler dans les journaux, c'est de là qu'elles viennent. C'est là qu'elles se sont essayées. Aujourd'hui, on peut le dire, il y a des chercheuses qui vraiment ont exhumé ça. Et c'est assez passionnant. Alors, chez les Ursulines, on appelait ça le papillon littéraire. Et chez ceux qui faisaient le séminaire de Québec, c'était l'abeille. Oui. Donc là, on restait là dans... Et c'est très, très important. Alors, quand l'Orconan quitte donc les Ursulines, elle retourne à la Malbaie. Alors là, il faut... Parce que là, je veux qu'on parle vraiment de son œuvre. Le temps file. Un mot sur la vie culturelle dans la Malbaie. Parce que ce n'est pas un désert, il y a des phares, il y a des personnages importants. Et aussi un mot sur cet amour qu'elle aurait eu avec un député, un certain Pierre-Alexis Tremblay. Il y a un halo de mystère autour de cet amour-là qui va un peu persister. Alors, on vous écoute là-dessus. Alors, quand elle revient en 62, en principe, elle revient pour aider ses parents. Donc, elle va s'occuper un peu du magasin, un peu du bureau de poste. Elle arrive dans un milieu où, malgré tout, il y a une vie culturelle. D'une part, son frère, un de ses frères aînés, Élie, c'est quelqu'un qui est un ami de Crémazie. C'est quelqu'un qui fait de la poésie, qui va en publier un peu. Son autre frère, un peu plus jeune, va lui aussi s'intéresser à la littérature, va publier un livre. Et
il faut toujours penser que à ce moment-là, Charlevoix, et la Malbaie en particulier, c'est un lieu de passage pour les touristes. Il y a de grands hôtels, on y donne des bals. Il y a même une couturière à la Malbaie pour pouvoir aller à de grands bals. Et donc, il y a une vie culturelle qui a, je dirais pas beaucoup de lustre, mais qui a une certaine importance. Et on sait, entre autres choses, qu'au presbytère, où se trouve durant cette période-là quelqu'un qui va être appelé à un très bel avenir, puisqu'il va devenir archevêque de Montréal, on trouve Paul Bruchézy. Alors, autour de Paul Bruchézy, il y a bien sûr d'autres écrivains. Il y en a qui sont là un peu plus longtemps, mais il y en a qui sont aussi de passage. Et donc, on sait que ça constitue un milieu à l'intérieur duquel la jeune femme va pouvoir trouver des interlocuteurs pour parler de littérature. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ignorait avant qu'il y ait des travaux supplémentaires faits autour de la famille et puis autour des correspondances de Félicité. Oui. Et Pierre-Alexis Tremblay. Ah, Pierre-Alexis Tremblay. Alors, écoutez, je suis désolée, ça va rester un mystère. Ah oui? On a une source. Quand Madame Desormes, qui a écrit une des premières biographies, a fait la seconde biographie de Laure Conant et s'est déplacée au village, elle a rencontré une vieille personne qui lui a raconté que Félicité avait été amoureuse de ce Pierre-Alexis Tremblay, que ça avait été, que c'était connu de tous et que finalement, il y avait eu une rupture, que lui avait épousé quelqu'un d'autre, il va devenir député, il va mourir très jeune. Et évidemment, ce qui nourrit un peu la légende, c'est le fait que les tombes sont placées proches l'une de l'autre au cimetière. Il y a personne d'autre qui en parle. Félicité ne mentionne jamais Pierre-Alexis Tremblay dans sa correspondance. Personne de sa famille n'en parle jamais. Et donc, ça apparaît comme une sorte de commodité. Hein? C'est trop beau pour pas qu'on accepte que c'est vrai. Mais en même temps, en tant qu'historienne, je pense qu'on peut dire que c'est un peu faible. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais ça veut dire que s'avancer là-dessus, c'est s'avancer quand même sur un terrain Parce que je rappelle que dans Angéline de Montbrun, il est question d'un amour déçu. Alors peut-être qu'on a pensé que c'était... Mais justement, parlant d'amour, son premier livre, qui est en fait une longue nouvelle, c'est un roman de 60 pages, publié donc en 1878-79, Un amour vrai. Avec un tel titre, on a l'impression que ça a été publié l'année dernière. Là. Un amour vrai, et on pourrait dire qu'il y a comme un premier cycle dans son œuvre. Il y a Un amour vrai et Angéline de Montbrun. Donc parlons de ce premier cycle, les origines, comment ça a été publié et surtout comment ça a été reçu. Alors, Un amour vrai, d'abord, il faut dire que c'est publié dans une revue un peu surprenante. Alors, ça s'appelle La Revue de Montréal. C'est une revue où se trouve, entre autres, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. C'est une revue d'universitaires. De gens qui veulent ou qui veulent pas qu'il y ait une université à Montréal, hein, parce qu'on n'est pas encore tout à fait, c'est pas encore tout à fait réglé. Et ça se veut une revue savante, hein, avec des vrais savants. Et donc, il y a quelque chose de quand même un peu étonnant à ce qu'on ait accepté de publier dans presque les premiers numéros un roman qui non seulement est un roman, mais aussi un roman d'une femme qui n'a jamais écrit. Donc, pour moi, ça fait partie des mystères qu'il faudrait élucider. Je pense qu'on n'a pas suffisamment examiné la façon dont Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, qui va aider ou tenter d'aider Félicité Anger, est entré en relation avec elle. J'ai regardé rapidement. Je pense que sans doute Félicité est au couvent des Ursulines en même temps que les filles de Chauveau. Donc, c'est peut-être une médiation intéressante. En tout cas, ça reste à démontrer. Mais de quoi parle ce roman? Ce roman, moi, je le trouve magnifique, même si
C'est une courte nouvelle, comme vous dites, même si ça se termine dans une sorte d'élan mystique qui n'est pas très compatible avec nos façons de voir aujourd'hui, mais c'est un roman très drôle. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui va tomber amoureuse d'un jeune Écossais. Elle est en villégiature, devinez où, hein? Bien sûr, à la Malbaie, et elle a déjà croisé ce jeune homme-là sur un bateau en revenant d'Europe, et elle le revoit, et je vais vous lire quand même, vous allez mesurer le caractère assez drôle de l'écriture. Alors, c'est une très jeune femme qui doit avoir à peu près 17-18 ans, peut-être un petit peu moins, donc une vraie ado. Alors, elle écrit à sa mère. « Je le reconnus du premier coup d'œil, non sans émotion, pour parler franchement. Si cela vous étonne, songez, s'il vous plaît, que vous pleuriez d'admiration en parlant du courage héroïque de cet inconnu, de l'admirable générosité avec laquelle il s'était exposé à une mort affreuse pour sauver une pauvre chétive vieille qui ne lui était rien. Il a sauvé quelqu'un dans un début de naufrage. Hein, donc, c'est un héros. Après avoir longtemps marché à l'avant du bateau, il entra. Je le considérais souvent sans qu'il y parût, et je me disais que je ne serais nullement fâchée de savoir tout ce qu'il regarde. Ne serez-vous pas fier de la raison de votre grande fille si je vous avoue que je me surpris appelant une tempête? C'est bien naturel, j'aurais voulu voir comment elle se conduit dans un naufrage. Malheureusement, ce souhait si sage, si raisonnable, si charitable ne se réalisa pas. Alors, vous voyez le ton, c'est extrêmement amusant. Il y a de la distance, il y a du jeu, et les deux jeunes gens vont tomber éperdument amoureux. Ça ne s'intitule pas un amour vrai pour rien, là. C'est un vrai amour. Et c'est un amour qui ne va pas être contrarié. Hein? Les parents acceptent. Les parents du jeune homme semblent accepter aussi, même si lui est écossais, donc évidemment, il est loin de son pays. Mais rapidement, on va s'apercevoir, on est rendu à peu près à la moitié du roman, on va s'apercevoir que malheureusement, le jeune homme, il est protestant. Et non seulement il est protestant, ce qui n'est pas un handicap, hein? Il y a jamais, tout le monde le sait depuis le début, personne n'a protesté. Mais il est protestant et il ne veut pas que sa fiancée prie pour qu'il se convertisse. Et il refuse d'être touché lorsqu'elle chante un hymne marial très connu, qui évidemment, là, de façon inopportune, m'échappe. En tout cas, donc, elle est tellement désolée qu'elle décide que, quand même, elle l'aime tellement, elle va quand même l'épouser, mais elle va quand même demander à Dieu de le convertir, mais elle lui en parlera plus jamais. Donc, ils se marient. Donc, écoutez, ça a l'air de vouloir bien se terminer. Ben oui. Mais non, elle tombe malade le soir de ses noces. Elle meurt dans la nuit. Mais c'est une malheureuse coïncidence. Hein? Et bien sûr, elle est convaincue que si elle meurt, c'est le signe que Dieu a entendu sa prière et que le beau Francis, c'est son prénom, le beau Francis va se convertir. Alors, qu'est-ce qui arrive, croyez-vous? Alors, bien sûr, il va partir tout de suite. Il est dévasté. Il écrit à sa belle-mère pour expliquer qu'il s'est converti et que, bien sûr, pour lui, son amour pour son épouse, c'est l'amour le plus important et que donc, il va désormais s'enfermer chez les Chartreux. C'est assez excessif, mais c'est une vraie preuve d'amour. Puisqu'on est sur le sacrifice, poursuivons avec Angéline de Montbrun, oui, pour tout de suite résumer rapidement le roman, pour ensuite un mot sur la réception de ces deux œuvres. Alors, Angéline de Montbrun... Ça commence bien aussi. Oui, ça commence bien aussi. Il y a un... Alors, tout le roman, Un amour vrai, c'est un roman épistolaire. Il n'y a que des échanges de lettres. Il n'y a pas de narration, il n'y a rien d'autre. Le roman Angéline de Montbrun a une structure beaucoup plus complexe. Disons qu'au point de départ, on a des échanges
étrange entre des personnages qui sont appelés à s'aimer. Alors, il y a un jeune homme qui est éperdument amoureux. Il s'appelle Maurice d'Harville. Il est éperdument amoureux d'Angéline de Montbrun, qui est une jeune fille qui n'a même pas conscience que quelqu'un peut être amoureux d'elle. Donc, elle a 18 ans, elle est très jeune. Il se jette à ses pieds, puis elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? » Donc, alors, cette jeune fille, elle est cependant... Elle a beaucoup d'affection pour son père. Elle est devenue orpheline très jeune. Son père l'a élevée seule. Il s'est beaucoup occupé d'elle. Et donc, elle idolâtre son père. Bien sûr, le jeune homme va faire sa demande. Angéline le trouve charmant. Donc, oui, elle est bien prête à l'épouser. Mais elle ne veut pas être obligée de quitter son père. Et donc, Maurice d'Harville va accepter d'aller vivre une fois qu'ils seront mariés, bien sûr, chez son beau-père. Et sur les entrefaites survient la sœur de Maurice, qui s'appelle Mina, qui est une amie également d'Angéline, et qui, elle, est amoureuse de M. de Montbrun, mais très amoureuse de M. de Montbrun. Mais Mina, c'est aussi une ado un peu croquante, un peu comme la jeune fille qu'on a entendue tantôt, hein? Alors, par exemple, elle écrit une lettre à son frère. Elle dit « Un de mes admirateurs m'a envoyé un sonnet. J'y suis comparée à une souveraine qui abdique, à un jeune astre qui se cache, fatigué de briller. Et pour tout dire, il y a un vers de 13 pieds. » Alors, elle joue toutes les cartes possibles. Elle va au bal, elle a des soupirants, et elle s'en amuse, elle est mondaine, elle s'en amuse, elle a beaucoup d'esprit, et toutes les lettres de Mina sont de cette eau-là, toujours extrêmement drôles. Donc, c'est très amusant de voir ces deux relations se développer, et les deux relations se développent, et on s'attend à ce que ça se conclue par un double mariage, mais non. La mort, encore une fois, frappe. Ouais. Et cette fois, c'est M. de Montbrun qui meurt d'un accident de chasse. Ici s'interrompt la première partie du roman, puisqu'on va passer, on passe très brièvement en mode narration. Autrement dit, le retour de tous les protagonistes à Valrian, qui est le nom de la maison où demeurent les Montbrun, et l'accident, et le chagrin de tous, ça nous est raconté en 3 pages sous forme de narration. Donc, ça se passe vite. Je n'ai pas exagéré là, quand j'ai raconté ça de la façon dont je l'ai fait. Ensuite, on va se retrouver dans un journal. C'est le journal intime d'Angéline de Montbrun, qui, évidemment, est dévastée par la perte de son père et qui est tellement malheureuse qu'elle va, selon les différentes versions, soit avoir une infection qui lui monte au visage et qui la défigure, soit glisser parce qu'elle est trop faible et être défigurée. Enfin, à tout événement, elle devient laide. Et elle se convainc que Maurice ne peut plus l'aimer. Et effectivement, le récit nous dit qu'il y a eu un refroidissement dans leur relation. Toute la dernière partie va nous permettre de voir comment Angéline de Montbrun essaie de décider quelle devrait être sa vie désormais. Voilà. Alors, elle hésite, elle est quand même tentée d'aller au couvent. Ça, ce sera le choix de la belle Mina, la mondaine. C'est un choix très étonnant, d'ailleurs. Elle va entrer au couvent chez les Ursulines. Ouais. Mais il ne semble pas qu'Angélique veuille ça. Angélique veut, au fond, continuer à aimer Maurice, mais elle ne veut pas vivre avec lui. Elle ne se sent pas capable de ça. Donc, elle va lui dire qu'elle ne veut plus le voir, qu'elle ne veut plus sa visite. Et le roman se termine un peu en queue de poisson. On ne sait pas vraiment ce que sera la vie d'Angéline de Montbrun par la suite. On imagine qu'elle va être recluse, mais il n'y a rien qui nous est révélé. Et donc, bien sûr, puisque pendant
quelques mois, Félicité Anger va agir comme une recluse, elle aussi, après le décès de sa mère. Eh bien, on a comme comment est-ce qu'on dit en mathématiques, là? On concatène, hein? On prend tout, puis on met ça dans une grande boîte, et puis on s'imagine que tout ça, ça doit être attaché par des liens. Mais bien sûr, non. Bon, alors, écoutez, si j'ai bien compris mes cours d'histoire littéraire du 19e siècle, les attentes par rapport à la littérature naissante au 19e siècle, c'est une sorte d'édification patriotique ou religieuse. Là, on est dans une forme de... On est dans un destin amoureux, oui, il y a une dimension spirituelle, mais quelle a été la réception du milieu culturel et de l'Église à ces deux premières œuvres? Il faut faire vite, parce qu'il faut après ça parler de ces autres œuvres. Mais alors, en quelques mots. La réception va être favorable, globalement. Alors, d'une part, vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé d'une sorte de micro-milieu littéraire. J'ai oublié de parler de quelqu'un qui est extrêmement important, qui est Thomas Chappet, qui va devenir historien, qui est un très grand ami de Félicité Anger. C'est lui qui sera son exécuteur testamentaire. Et il va déployer autour du roman Angéline de Montbrun une stratégie de vente. Il va convaincre des écrivains d'écrire à l'éditeur qui va, lui, publier ces lettres-là dans les journaux. Et donc, l'arrivée du roman va être entourée d'une sorte de buzz médiatique, comme on dirait aujourd'hui, de telle sorte qu'il va y avoir un accueil extrêmement favorable. Donc, cette critique-là signale une sorte peut-être d'inflexion dans son travail, dans son œuvre, mais avant que vous répondiez, il faut quand même dire un mot sur ses conditions concrètes d'existence. Donc, elle publie ces deux livres. Elle va peut-être pas vivre de ses droits d'auteur, mais elle va vivre de sa plume. Oui. Un mot sur ses conditions d'existence, Alors, subsistance. Tout ce qu'elle écrit passe d'abord par des périodiques et elle se débrouille pour être payée. Elle ne place pas ses textes dans des périodiques où on ne paie pas. C'est pas énorme. La Revue canadienne, c'est entre 30 et 50 sous la feuille. Donc, ce n'est pas des masses. Elle va vraiment faire des efforts pour que ses livres soient achetés pour des prix dans les écoles. Elle va faire des démarchages directement dans les collèges en disant « Voulez-vous me prendre 30 livres? » Donc, elle agit elle-même comme vendeuse de ses biens. Autopromotion, un peu. C'est une situation extrêmement difficile. C'est une période où la question des droits d'auteur est extrêmement mal légiférée au Canada. Et donc, elle va être volée. Il va y avoir, entre autres, à propos d'un amour vrai, il va y avoir 2 éditions qui sont des éditions pirates qu'elle n'a pas autorisées. Et elle perd en cours parce qu'il aurait fallu non seulement que l'éditeur enregistre le livre, mais il aurait fallu qu'elle enregistre le livre. Elle ne le savait pas, l'éditeur ne lui avait pas dit, bien sûr. Et donc, elle va régulièrement faire des interventions, se manifester. Elle va, entre autres, interpeller Louvigny de Montigny, qui, comme on le sait, est celui qui va travailler pour qu'il y ait de vrais droits d'auteur qui soient payés aux écrivains au Canada. Et elle l'interpelle, elle dit c'est anormal, il faut absolument qu'on trouve des solutions, qu'on interpelle les législateurs. Et donc, elle est très active dans des questions comme celle-là. Et c'est parce qu'elle écrit beaucoup qu'elle parvient à vivre un peu. Bon, mais justement, elle écrit beaucoup, mais pas seulement de la fiction. Mais non. Donc, elle prend position. Alors, peut-être un mot sur les thèmes, ses thèmes de prédilection, ses engagements. Il y a notamment la question de l'alcool, il y a la question du statut de la femme, d'autres. Peut-être un mot sur ces causes-là qu'elle mène. Alors, d'abord, elle s'intéresse beaucoup à l'histoire. Elle va publier une très grande quantité de biographies brèves, qui ne sont pas toutes des hagiographies. Il y en a qui sont écrites un peu avec le ton que je vous ai rapporté tout à l'heure. Donc, il y en a qui sont assez amusantes à lire de ces biographies. Elle s'intéresse à des personnages. Et elle s'intéresse à des personnages dans la mesure où elle est capable de montrer le moment où, adolescents, ils vont choisir leur vocation.
Donc, ça nous ramène toujours à cette idée-là. Et c'est pour ça que les protagonistes, même quand c'est une longue biographie, il y a toujours un moment assez long où ils sont adolescents, parce que c'est là qu'ils vont faire leur choix. Mais elle s'intéresse aussi à la question de la sobriété. Donc, elle va publier au moins une biographie de quelqu'un qui s'intéresse, qui va développer des ligues de tempérance, qui va créer ce qu'elle appelle, même en français, le pledge, c'est-à-dire le vœu qui est fait, hein, « Je ne boirai plus, pas une seule goutte ». Elle va, à diverses reprises, utiliser ses capacités littéraires pour s'engager dans ce débat-là. Entre autres, elle va publier un court texte qui ressemble à une pièce de théâtre. Ce n'est pas tout à fait réussi comme pièce de théâtre, mais vous comprendrez que c'est sous forme de dialogue. Si les Canadiennes voulaient, et les Canadiennes, qu'est-ce qu'elles peuvent, si elles le veulent? Eh bien, c'est faire reculer l'ivrognerie. Donc, justement, est-ce qu'on peut penser que ce combat contre l'alcool, c'était ça le rôle des femmes, à ses yeux, le plus important? Je ne dirais pas que c'est le combat contre l'alcool qui est le plus important. Je dirais que, de façon générale, Laure Conant considère que la femme a un rôle politique et social à jouer et que c'est à elle de convaincre les hommes qu'il faut sauvegarder la nation canadienne, qu'il faut lui donner des outils au plan éducatif, qu'il faut vraiment développer la société de telle sorte à ce que les Canadiens puissent vivre les valeurs qui sont les leurs. Et donc, de son point de vue, l'action des femmes est déterminante. Elle ne voit pas du tout les femmes comme ancillaires. Et elle va toujours protester à chaque fois qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas traitée comme les hommes. Elle écrit à Wilfrid Laurier, « Si j'étais homme, on me traiterait bien autrement. » Elle n'est pas contente, on ne lui a pas donné de place. Hein? On ne lui a pas acheté 300 livres, seulement 150. Elle n'est pas contente. Si j'étais homme, on me traiterait bien autrement. Et donc, elle a cette conscience d'une collectivité qui doit fonctionner avec les femmes et où les femmes ont un rôle à jouer. Alors donc, il y a ce premier cycle, on pourrait dire, qui est celui d'un amour vrai d'Angéline de Montbrun. Et le deuxième cycle, c'est un cycle vraiment de romans historiques. Oui. Il y en a 3, à l'œuvre et à l'épreuve, publié en 1891, L'oublié en 1900, et son dernier, qui a été vraiment une œuvre très importante sur laquelle elle a énormément travaillé, mais qui a été publié tout de suite après son décès, qui est La Sève immortelle. Parlez-nous un peu de ce cycle-là. Alors, c'est un peu le modèle que j'ai décrit tantôt. On assiste à toutes les fois à une mise en place d'un récit à l'intérieur duquel des personnages vont prendre des décisions qui déterminent leur destin. Cette prise de décision, c'est une prise de décision personnelle. Il n'y a personne qui intervient. Hein, je vous ferai remarquer que dans les campagnes françaises, là, les jeunes filles ne se mariaient pas comme ça leur tentait, quand ça leur tentait, puis n'entraient pas au couvent comme ça leur tentait. Non. Mais dans l'imaginaire de Laure Conant, c'est comme ça que ça se passe. Les jeunes gens prennent des décisions qui vont emporter... Qui engagent leur vie. Qui engagent leur vie. Et ça, c'est le plus important. Et donc, on assiste à des décisions de ce type-là dans un contexte qui est celui de la Nouvelle-France. Elle est fascinée par la Nouvelle-France. Elle a lu et fréquenté non seulement les relations des Jésuites, mais aussi les textes des Récollets, comme par exemple les textes de Sagard. Elle les cite, elle les connaît dans le détail. Elle est capable d'indiquer que d'autres disent autre chose, mais le témoignage d'un tel nous amène à penser que. Donc, vous voyez, on est dans une perspective aussi où il y a un intérêt pour l'historiographie. Pour quelque chose de précis aussi. Pour quelque chose de précis. Et ces 3 romans-là, bien sûr, sont marqués par la mort parce que c'est la réalité de la période. Hein? Vous savez bien, il y a un enfant sur 4 qui survit à ses 2 ans. Je veux dire, la mort est partout. Il y a de grandes épidémies. C'est l'image des fins dernières sur un lit de mort, c'est une image que tout le monde connaît, pas pour l'avoir vue
dessinée, mais pour l'avoir vécue dans sa propre vie. Donc, évidemment, à chaque fois, il y a des morts, il y a des catastrophes, et l'amour de Dieu finit par être garant de tout. Mais il faut toujours penser que l'amour de Dieu, c'est aussi l'amour tout court. Hein, donc, ces personnages-là sont intéressants parce qu'ils ont un amour particulier. Alors, parfois, ce sont des amours qui sont incompatibles. Par exemple, À l'œuvre et à l'épreuve, Charles Garnier veut devenir jésuite, il veut devenir missionnaire. Il est aimé follement par une jeune fille qui va accepter, par amour pour lui, de convaincre ses parents qui refusent de le laisser devenir jésuite, d'accéder à ses désirs. Et donc, on assiste à une forme d'amour qui a quelque chose de fusionnel, malgré tout, entre Charles Garnier et la jeune femme, dont je ne chercherai pas le nom. Et cet amour fusionnel-là, il se vit dans l'amour de Dieu. Alors, dans les trois cas, c'est le même modèle. On s'attache à des personnages historiques différents. On a droit à un arrière-plan historique qui est assez exceptionnel et c'est écrit très finement. Il y a beaucoup de subtilité dans les enchaînements et on sent pas le roman historique, on sent pas la thèse. Ça ressort bien, ça. Elle a une correspondance avec Anselme Véraud, Hospice Véraud, qui est un historien, et elle lui pose des questions. Comment s'appelait le médecin à Ville-Marie? Quelle distance il y avait entre le fort et telle autre chose? Mais elle pose aussi des questions qui sont aussi des questions de fait, mais qui engagent le regard de la romancière. Elle dit, voyait-on le fleuve depuis la maison de Lambert-Closse? Donc, une précision. De la précision. Est-ce que, je suis obligé d'accélérer, oui. Est-ce que ces romans-là ont beaucoup circulé? Est-ce que ces livres-là ont beaucoup circulé? Ces romans-là ont beaucoup circulé. Ils ont été réédités. Oui. Ils sont rapidement tombés dans le catalogue de la Maison Beauchemin. Et donc, ils vont être réédités avec des illustrations qui sont souvent des illustrations de Joseph-Edmond Massicotte. Et donc, ça reste vraiment dans la mémoire collective. Ce sont de beaux livres et donc on les offre en prix. Et cette circulation-là, bien sûr, elle est, pour l'essentiel, posthume. Et donc, financièrement, l'Orconan n'en profitera pas. Oui. Mais c'est extrêmement important. Mais oui, donc c'est posthume. Et ces livres-là, si vous étiez directrice d'une collection de livres de poche, là, puis je vous disais, vous pouvez en rééditer un seul de ces trois, ce serait lequel? Lequel vaudrait la peine d'être redécouvert, selon vous? J'hésiterais entre À l'œuvre et à l'épreuve, qui représente la forme canonique, et puis La Sève immortelle. Parce que, écoutez, je vais vous confier un scoop, La Sève immortelle, c'est le seul de ces romans qui se termine bien. Ah, oui, ne serait-ce que pour ça, ça serait... Ils se marient et ils espèrent avoir beaucoup d'enfants. Bon. Alors, puisqu'on est sur la fin, parlez-nous de la fin de l'Orconan et de Félicité Anger. Donc, quelle fin a-t-elle connue? Alors, c'est quelque chose d'extrêmement touchant. Elle a 78 ans, donc elle n'est pas très jeune. Elle a commencé à écrire un roman l'année avant, donc quand elle était un an plus jeune, parce qu'elle veut proposer son roman pour le prix David. Elle cherche des sous, hein? Et donc, gagner un prix, là, pour elle, c'est extrêmement important. Pas tant pour la gloire que pour les sous. Et donc, elle y travaille, mais elle se blesse, et donc elle ne peut plus utiliser sa main. Elle est obligée de s'interrompre, donc elle ne peut pas envoyer son roman. Et elle recommence à écrire, mais elle n'est pas très jeune. Elle va tomber malade, et il lui reste un seul chapitre. Et les médecins vont l'autoriser à écrire, pour terminer son roman, écrire au lit. Et donc, elle termine son roman quelques jours avant de décéder. Hein? Donc, c'est vraiment une écrivaine, là, comme on les imagine dans des romans. Oui. Hein? Elle veut écrire, elle va écrire. Il n'y a rien qui la détourne de l'écriture. Et il me semble que ça, c'est quand même le signe d'une vraie vocation qu'elle a assumée jusqu'au bout.
En conclusion, est-ce que vous trouvez que la toponymie, est-ce que vous trouvez que notre mémoire collective rend justice à son travail, à son œuvre? Pas vraiment. Moi, je suis un peu déçue que le musée régional de Charlevoix ait gommé le nom de Laure-Conan. Le premier musée régional, c'était le musée Laure-Conan. Il a été construit à partir des collections qui avaient été rassemblées autour de son œuvre. Mais puisqu'il faut que les musées portent la même structure de nom partout au Québec, bien là, on a enlevé le nom. Ça, vraiment, comme technique mémorielle, là, c'est pas fort. Il y a des rues, mais il n'y en a pas tant, parce qu'il y avait une rue dans Saint-Léonard, mais depuis qu'on a fusionné, bien, cette rue-là, on l'a changé de nom. On a gardé seulement celle qui était dans Huntsic. Donc, il y a quelques noms. Il y a 2 bibliothèques qui portent le nom de Laure-Conan. Donc, ça, je pense qu'on peut en être content. Moi, je pense qu'il y a une présence plus importante qui devrait être offerte à cette écrivaine-là. Et surtout, qu'il faudrait la lire. Oui. Donc, prenons au mot Micheline Cambron et allons lire Laure-Conan. Dans la Bibliothèque du Nouveau Monde, vous avez Angéline de Montbrun, mais ce roman est disponible en livre de poche dans plusieurs éditions. Un amour vrai est même disponible en plusieurs formats en poche. En plusieurs formats en poche. Moi, je l'ai vu aussi sur la mémoire en ligne. Vous avez aussi sa correspondance. J'ai tant de sujets de désespoir qui a été publié en 2002. Alors, vous voyez, ça colore un peu la représentation qu'on peut avoir de Laure-Conan. J'ai tant de sujets de désespoir. Drôle de titre, j'aurais pu prendre autre chose quand même. C'est d'une richesse extraordinaire. Et il y a des réparties. Ouais. Quand elle n'est pas d'accord avec l'abbé Casgrain, elle termine... Écoutez, c'est absolument incroyable. Elle termine sa lettre en disant... Le père de la littérature canadienne n'ignore pas que tous les pères ont des ennuis avec leurs enfants. Permettez-moi d'ajouter que le propre du père, c'est de pardonner et d'aimer quand même. Et c'est un peu baveux. C'est un peu baveux, c'est ça. Alors, et de Micheline Cambron, il y a un ouvrage que je trouve vraiment exceptionnel, La vie culturelle à Montréal vers 1900. Je pense que c'est le produit d'un colloque, mais il y a des textes... D'un colloque, il y a eu des ajouts. Ça a été un travail de longue haleine, une grande équipe. C'est un livre vraiment très intéressant, très riche. Et il y a aussi un autre recueil, j'aurais pu en citer plusieurs, le journal Le Canadien. J'ai choisi ceux sur le 19e. Ben oui. Littérature, espace public et utopie. Donc, merci beaucoup et à bientôt.